Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Emmanuel Desboissons. Nous sommes ensemble ce soir pour parler de votre dernier roman, June, publié aux éditions Calman Levy. Vous êtes écrivaine, journaliste, critique littéraire. Vous avez cofondé le prix de la Closerie des Lilas, prix qui a pour vocation de soutenir la littérature féminine. Après plusieurs essais, vous vous consacrez à l'écriture de romans où vous explorez les méandres de la psychologie des femmes, leurs obsessions, leurs secrets, leur quête de liberté. Nous nous étions rencontrés à la faveur de la publication de votre précédent très beau roman « Je ne vis que pour toi », publié en 2020 déjà. Vous nous revenez avec June, publié chez Calman Levy. Alors, de quoi s'agit-il? Votre roman s'ouvre sur un personnage de femme âgée et affaiblie qui s'est réfugiée dans le ranch de son frère, dans un coin perdu de l'Arizona. À ses pieds, une malle pleine de souvenirs de la mort de sa vie, Henry Miller, et sur sa table de chevet, un exemplaire de Sexus dédicacé. Votre narratrice, June Mansfield, qui deviendra June Miller, nous raconte sa vie, depuis sa rencontre avec Henry, jusqu'à l'implosion du trio qu'ils formèrent avec Anaïs Nin. 1923, elle a 20 ans, il en a 30. Elle est alors entraîneuse dans un dancing de Broadway, c'est le coup de foudre. D'une beauté époustouflante, elle plaît autant aux femmes qu'aux hommes, embrasse la sexualité sans tabou et avec une liberté sans pareille. Passionnée par la littérature, elle deviendra la muse et la femme d'Henry Miller, sera tour à tour entraîneuse, actrice, serveuse. Elle pourra même se prostituer, tout pour le porter et lui permettre d'écrire ses œuvres. Vous faites revivre, cher Emmanuel, la vie pleine de rebondissements de June Miller, éprise de liberté, et vous lui donnez chair et corps. Entre lumière, secrets et zones d'ombre, cette femme envoûtante qui n'existait qu'au travers des œuvres d'Anaïs Nin, dans ses journaux, et de Miller dans Crucifixion en rose, prend grâce à vous, corps et vie. Cher Emmanuel, j'aimerais que vous nous parliez de ce livre, de sa jeunesse, comment June s'est-elle imposée à vous? En fait, l'origine, c'est d'abord, je voulais écrire un livre sur Anaïs Nin, sur les conseils de Jean Chalon, un ami, un journaliste merveilleux, qui a écrit énormément de livres sur les muses, dont un livre sur Nathalie Barney. Et puis, en discutant avec mon éditrice, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait déjà beaucoup de livres sur Anaïs Nin et que l'inconnue du trio était June. Qui était June? On ne sait pas grand-chose d'elle, si ce n'est, vous l'avez dit, à travers les œuvres de Miller et d'Anaïs. Et donc, j'ai voulu partir sur ses traces. Je me suis dit qu'il y a cette femme d'une beauté incroyable, fascinante, romanesque, comédienne, entraîneuse, dont on sait peu de choses, au fond, sur sa vie, son origine. Et puis, donc, je suis commencé à... J'ai cherché à travers les biographies d'Henri, d'Anaïs, et puis leurs romans, à reconstituer à partir d'indices sa vie, et puis à remplir les blancs. Parce que finalement, il y a des allusions, mais chacun la voit comme un peu un fantasme. Donc il fallait lui redonner vie. Et puis pourquoi pas, comme romancière, trouver mes équivalences et me mettre un peu à sa place, ce que je fais assez facilement avec mes personnages. Alors, on va parler un petit peu de June, et puis après on parlera du trio avec Anaïs Nin et Henry. June est une femme incroyablement libre, elle n'a absolument aucune limite, elle est très libre pour l'époque, donc je vous demanderai tout à l'heure de nous parler de ce que représente June pour vous aujourd'hui. Mais c'est également, donc c'est une femme très lumineuse, très solaire, très sensuelle, qui n'a absolument aucun tabou, mais qui cache des secrets. Et dans son rapport avec Henry, qu'elle va porter très haut, très fort, elle n'aura absolument aucune limite pour que son œuvre existe. On en parle un petit peu. Alors au début, il faut vraiment dire qu'il y a un coup de foudre entre eux. C'est ça, fabuleux. Oui. Qui raconte très bien dans sa trilogie Crucifixion en rose, qui vient d'être republiée chez Bartilla, oui. Je précise. Voilà. Et il est fasciné parce qu'elle est tellement romanesque. Elle est conteuse, on l'imagine. Elle part dans des histoires sans fin. Elle raconte, elle part d'une anecdote. Enfin, elle est vraiment plus romanesque que les Miller, en fait. Et finalement, oui, c'est une manière de masquer son histoire. Alors, évidemment, elle est exilée, comme Henri, qui vient d'Allemagne. Elle vient de Roumanie, sa famille est juive de Roumanie. Et ça, elle ne veut pas en parler. Elle a un petit peu honte parce que, voilà, ils sont arrivés, ses parents, sans un rond. Et puis,
juifs à l'époque à New York. Bah, c'est pas très bien vu, voilà, il y a un peu de tout dans New York, comme vous savez, surtout dans le quartier de Brooklyn. Il y a des Juifs, il y a des Allemands, il y a des Russes, il y a de tout, toutes les idées du monde entier. Et donc, elle est d'abord une femme qui subvient à sa famille. Son père est infirme, ne travaille pas, sa mère non plus. Elle ne dit pas que c'est sa mère, elle fait croire que c'est sa tante. Elle a 3 frères qui ne fichent rien, qu'elle aide, donc elle travaille depuis qu'elle est assez jeune, elle aide sa famille. Elle a fait toutes sortes de petits boulots. J'ai reconstitué son histoire, ensuite elle a vécu des choses terribles. Elle a été violée, Henri en parle, elle l'a raconté à Henri. À l'époque, le viol, voilà, on en parlait plus facilement qu'aujourd'hui, comme quelque chose de finalement, bon, encore dédramatisé complètement. C'est fait partie de la vie. Mais elle a donc ses blessures et elle va, ce qui est merveilleux, dès le début, croire au génie d'Henri. Dès les lettres qu'il lui envoie, c'est un homme extrêmement cultivé, qui a beaucoup lu, hein, faut pas oublier, elle aussi. Elle aussi. Qui les unit, c'est la culture, c'est l'esprit. C'est une grande littéraire. Elle aime Strindberg, elle aime Dostoïevski, elle est comme lui. Donc tous les deux, ils ont cette passion pour la littérature et le théâtre. Et donc, pour elle, Henri, c'est l'écrivain maudit qui va réussir, qui va écrire un grand livre, et elle va se sacrifier pour lui. Et il bosse à l'époque comme responsable du personnel et dans une petite boîte de télégrammes. Voilà, il a 12 télégraphes. Il travaille pas beaucoup. Hein. Il est très relax, Henri. Et elle va lui demander d'arrêter. Et donc, comme il travaillera plus, et il n'écrira pas non plus pendant un certain temps, c'est elle qui subvient à leur couple. Elle veut pas avouer qu'ils se sont mariés. C'est sa 2e femme. Il a déjà une femme et une petite fille. Mais elle va aller jusqu'à se prostituer pour lui. Voilà, elle va aller dans des cabarets. Et là, j'invente un peu, je raconte, parce que je sais quels sont ces cabarets. Henri en parle, mais il dit rien. Au fond, Henri, c'est un peu facile, quoi. C'est un peu facile, quand même. Hein. Il a fait bosser cette espèce de pacte avec elle. Léger, Ouais, de prostitution acceptée, comme il dit, mais finalement, c'est elle qui va... il faut imaginer le vieux New York de ces années-là, la prohibition des bars clandestins, la pègre, les marchands d'armes. Bon, voilà, elle va dans ce monde de cabaret-là. Et bon, voilà, il y a des types de la mafia avec qui, bon, elle a un peu d'argent. Elle séduit tellement, elle est tellement belle. Voilà, donc je raconte tout ça. Et puis, ils vivent une vie de bohème totale. Ils ont rien. Ils changent d'appartement sans arrêt. Ils passent d'une chambre de bonne à une autre, dans des espèces de lofts pourris avec des blagues partout. Voilà, voilà. Ah oui. Ce sont des punks un peu, vous voyez, il faut imaginer, ça n'a rien à voir avec le New York chic d'Edith Wharton, etc. C'est un autre New York. New York, c'est 1000 vies. Et d'ailleurs, ils vont mettre très très longtemps avant d'écrire la première qui va être publiée. Ils vont beaucoup voyager dans des conditions un peu misérables. C'est-à-dire qu'elle va travailler pour pouvoir, en imaginant que Paris est quand même l'endroit merveilleux pour écrire. Elle va fuguer. Elle va fuguer à Paris avec une femme qui était extraordinaire, qui s'appelle Jean Kransky, qui est aussi une punk. Alors, ils vivent dans un loft, tout est peint, il y a des tags partout. C'est une ancienne blanchisserie. Et Henri va devenir dingo. Il l'a écrit, c'est Crazy Cork, son roman. C'est son roman. Complètement fou quand il n'a pas de rival, tout à coup. Vous avez 2 femmes, là, qui qui flirtaillent, ça va pas très loin, mais ça, il comprend pas. Est-ce qu'ils se posent des questions? Est-ce qu'ils couchent ensemble? Pas, il sait pas, voilà. Et elle fugue, effectivement. Elles vont à Paris. Elles vont à Paris. Et c'est lui qui paye le billet, parce qu'à l'époque, on voyageait sur ces grands bateaux, là, ils voyagent sur le Rochambeau, voilà. Et donc, elles arrivent, elles n'ont pas un rond, donc Henri envoie de l'argent. Pour une fois, c'est lui qui paye. Et elles arrivent à Paris, à l'hôtel Princesse, donc à côté de la place Saint-Sulpice, et que j'ai pas retrouvé d'ailleurs, qui n'existe plus. Et c'est un coup de foudre total pour elle. Malheureusement, elles se séparent toutes les deux. La pauvre Jean Kransky va se suicider. Mais c'est elle qui va pousser Henri à revenir. Ils font d'abord un tour du monde, effectivement. Et ensuite, elle va lui dire, maintenant, c'est la crise de 29, tu vas aller à Paris. Et là, tu vas écrire, tu trouveras l'inspiration. Et c'est là qu'il va rencontrer Anaïs Nin, quand elle revient à New York, pour gagner sa vie, hein, pour l'aider à vivre. Parce que lui, évidemment, il ne travaille pas, il est censé écrire. Il écrit d'ailleurs Tropique du cancer à ce moment-là. Et ils vont rencontrer tous les deux Anaïs Nin.